Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence, seconde partie de cette émission. Nous recevons Pascal Charlier, directeur général de Santerre. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris. Première question à notre invité, que vous rappelle cette odeur justement ? Écoutez, d'abord c'est une découverte et je vous remercie de m'avoir fait découvrir ce monde, pas des odeurs, mais disons le marketing olfactif, je n'avais jamais entendu parler de cela, ce qui prouve qu'on apprend à tout âge. Mais vous avez certainement senti des choses. Alors, je suis allé sur votre site. Alors, j'ai découvert un catalogue des senteurs. Et pour nos auditeurs, j'en ai sélectionné 3, parce que c'est carrément de la poésie. Alors, il y a French Elegance, un parfum frais qui capture le luxe grâce à l'anis étoilé, du pomelo, de la poire européenne, du vétivier et du tabac blond. Une autre, Pluie d'été. Oui, qui est magnifique. Une senteur tonifiante, composée de basilic, d'eucalyptus et de menthe mélangée à du muguet et du fresia. Et enfin, une dernière, ça évoquera peut-être les vacances, Retour au chalet. Oui. Entourez-vous du parfum réconfortant de cyprès, de cèdre et de bois de santal, avec une touche de bergamote et de vétiver. Vous avez un très très bon choix en plus. Très très bon choix. Mais tout de suite, je me suis dit, c'est un peu comme les couleurs, les goûts et les odeurs ne se discutent pas. Et donc, proposer un consensus dans un magasin avec une odeur, ça doit être très compliqué, parce que finalement, les odeurs, vous l'avez dit à un moment donné, ça peut créer des associations positives mentales, mais ça peut aussi créer des associations négatives mentales. Comment vous gérez tout ça ? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur les 3 exemples que vous avez choisis, qui sont excellents. Donc, déjà, vous avez pu remarquer que la meilleure manière de parler d'une senteur, c'est d'écrire, et de faire de la littérature et d'utiliser un verbatim particulier pour que le client puisse se projeter mentalement dans ce qu'il représente. Voilà. On ne peut pas, dans un catalogue, avoir des petites mouillettes ou des petites pastilles à gratter. Ça n'aurait aucun sens et ça démystifierait totalement les choses. Donc il faut, un peu à l'instar de la Madeleine de Proust, il faut se projeter, il faut rêver, il faut imaginer. Il faut que chacun puisse imaginer, à partir de mots, comment il peut intégrer cette senteur dans son propre espace. Alors, la deuxième question qui est très intéressante, c'est comment faire en sorte que la senteur diffusée dans un magasin génère un consensus. Là, on fait appel à des choses qui sont un peu techniques. On va écréter, c'est-à-dire enlever de la totalité de nos senteurs les éléments qui peuvent être trop pointus, c'est-à-dire qui peuvent énormément plaire à 15% de la population et déplaire à la grande majorité. Donc des notes trop poussées de patchouli, des notes trop florales qui peuvent provoquer des maux de tête sont immédiatement et toujours proscrites de la totalité de nos catalogues de manière à être le plus consensuel possible. On a fait des analyses sur le sujet. On a 85% en règle générale de consensus de la part des clients sur nos senteurs et on a entre 10 et 12% d'indifférence. Et simplement 2 ou 3% de rejet. Ah, d'accord. Pas plus de 2 ou 3% de rejet, parce qu'on est quand même dans la subjectivité, il y a toujours des gens qui vont vous dire ça ne me plaît pas, je déteste. Mais l'indifférence prime sur le rejet pour la partie des clients qui ne sont pas favorables. Mais vous intervenez, j'ai compris, dans le monde entier. Il y a des codes culturels, il y a des habitudes qui ne sont pas les mêmes. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des senteurs masculines, des senteurs féminines ? Oui, probablement. Par exemple, aux États-Unis, qui est quand même un lieu que vous fréquentez beaucoup, est-ce que les standards sont les mêmes ? Comment Alors là, c'est pareil, c'est une excellente question, parce que je quitte à me contredire sur ce que je disais tout à l'heure sur la marque, mais là, on parlait de marque, donc... je crois que il faut pas composer. On va pas faire une marque avec un logo différent au Japon et en France. En revanche, sur les senteurs, effectivement, on a vraiment des panels de goût et des panels culturels qui sont totalement différents. Alors, pour schématiser un peu, aux États-Unis, pour être très franc avec vous, je trouve que les choses sont un peu excessives et très, très, très axées sur la senteur gourmande, la senteur... il y a du gingembre et de la cannelle dans 60% des composants. Ce ne serait pas du tout, à mon avis, compatible avec les normes européennes. En Europe, avec les nuances Europe du Nord, Europe du Sud, on est beaucoup plus dans la subtilité. On est beaucoup plus dans la subtilité, dans l'élégance.
Et en Asie, on va travailler davantage sur des senteurs que l'on qualifie un peu d'aquatiques, de marines, des senteurs de source, des senteurs mouillées, qui sont très apaisantes, très relaxantes. On utilise dans notre jargon le mot de japonisante pour évoquer un peu cette zénitude. Et je sais qu'au Japon et dans un certain nombre de pays asiatiques, ils utilisent la senteur dans le cadre du travail, dans les bureaux, et ils diffusent à des heures clés de la journée où ils savent que les gens ont besoin de se reposer ou au contraire d'être tonifiés. Ils diffusent des senteurs qui ont des vertus aromathérapeutiques précisément ou aromacologiques pour précisément que le personnel soit dans une forme différente. Ce qui n'est pas du tout utilisé en Europe parce que la senteur n'est pas la bienvenue dans le monde des open space et du travail à ce jour. À ce jour. À ce jour. Mais si j'ai bien compris, il s'agit de contribuer à une image pérenne de l'entreprise, à une image stable de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une lassitude autour des senteurs ? Est-ce que les goûts peuvent évoluer ? Quelle est la durée de vie d'une senteur dans un magasin ? Alors, généralement, pour éviter ce phénomène qui existe, c'est incontestable, on préconise de faire des changements de senteur hors marque, des changements de senteur au moins 2 fois par an, d'avoir une senteur d'été, une senteur d'hiver. Ça, c'est très important, à la fois pour briser le risque de lassitude et aussi pour se caler dans les variations hygrométriques et dans les variations de température. On ne diffuse pas les mêmes choses en termes d'accueil, de chaleur humaine entre maintenant et le mois de décembre. Okay ? En ce qui concerne la signature olfactive de la marque, moi, je considère qu'elle a environ une durée de vie de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on a une lassitude du personnel, qui est un élément très important dans la signature olfactive. Et puis tout va tellement vite sur le marché à l'heure actuelle que rien n'est éternel et rien n'est durable. Donc il faut automatiquement, au détour d'une refonte d'une architecture ou d'une refonte d'un logo, il faut recommencer à travailler. Est-ce qu'une odeur peut en cacher une autre ? Alors, par exemple, je pense au club de sport. Il y a de cela quelques années, ou encore dans certains clubs de sport, il y a de fort mauvaises odeurs. Vous pouvez travailler là-dessus, bien sûr. Là, on est aux confins de notre métier. On n'est plus dans le marketing olfactif, on est dans la couverture d'un mauvais marketing olfactif. Parce que, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, à juste titre, il y a des souvenirs et des émotions positives, mais aussi des émotions négatives. Là, c'est le cas, oui. Quand vous rentrez dans un endroit où il y a des nuisances olfactives, vous gardez ça présent à l'esprit. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois que vous allez revenir ou vous allez en parler, vous n'aurez que ça en tête. Okay ? Donc, il est très important pour éviter la contribution négative de ce marketing olfactif négatif, de couvrir ces mauvaises senteurs ou de les détruire. Donc on a là aussi des produits qui permettent de neutraliser la molécule malodorante et de la couvrir avec des choses à base d'agrumes ou de menthe fraîche ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs une technique qu'on utilisait beaucoup dans les parkings, dans les cages d'escalier des parkings, dans les fitness à l'heure actuelle. Alors pour revenir au parking, c'est pas forcément dans un objectif d'assainissement. Évidemment, c'est mieux que l'endroit sente bon que mauvais, bien entendu. Mais la vraie volonté des grands réseaux de parking, c'est de combattre l'association qui existe entre la mauvaise odeur et le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que quand une cage d'escalier est un peu noire, un peu sombre, et qu'en plus ça sent mauvais, la clientèle féminine en particulier associe ce contexte à de l'insécurité grandissante et ne fréquente plus le parking à cause de ça parce que ça augmente sa peur. Donc la diffusion d'une senteur va diminuer le sentiment d'insécurité et accessoirement rendre l'espace plus accueillant. Dans les aéroports, par exemple ? Dans les aéroports, ça permet de déstresser. Alors, on n'en a pas énormément qui sont équipés encore à l'heure actuelle parce que c'est un challenge. Mais par contre, le nombre de demandes sur lesquelles on travaille me laisse penser que c'est un marché pour demain. On va travailler beaucoup sur la zone de réception des bagages. Ah oui. Pour permettre aux clients d'être zen, et parce que c'est un moment pénible qui dure parfois 3/4 d'heure, les contrôles de passeport et la zone de bagages. Et puis ça permet aussi de donner aux voyageurs qui atterrissent une image positive du pays dans lequel ils arrivent, et non pas une image de paperasse, de contraintes, d'attente et de temps perdu. Ouais, c'est vraiment très très puissant, on le disait en première partie. Oui, c'est assez puissant. Et moi, ça fait une 20aine d'années que je fais ce métier, et j'ai vraiment assisté aux grandes évolutions de la demande. Et aujourd'hui, on a une maturité des commerçants et des marques face à ce type de pratique qui n'était pas du tout la même chose dans les années 90, enfin la fin des années 90.
Aujourd'hui, c'est réfléchi, c'est intégré, ça fait partie de manière quasi mature du mix marketing des grandes enseignes et même de beaucoup de points de vente indépendants. Et quand un client adhère au dispositif, il est très très rare qu'il arrête. C'est ça, qu'il fasse marche arrière. Absolument, ouais. absolument. Mais vous voulez dire que c'est quand même un marché encore en devenir, qui n'est pas arrivé à maturité. Oui. Vous parliez notamment des aéroports. Alors je n'ai pas de statistiques officielles parce qu'il n'en existe pas, mais bon, je pense que le parc de points de vente, et quand je parle de points de vente, je devrais aller beaucoup plus loin, le parc d'espace ouvert au public en France est équipé à concurrence peut-être de 3 ou de 5%. C'est-à-dire qu'il reste un potentiel de développement absolument considérable. Parce qu'on parle du commerce, de la partie commerciale, mais il y a toute la partie médicale. Les chirurgiens dentistes, les laboratoires d'analyse, les médecins, qui aujourd'hui... eux aussi sont dans un contexte de concurrence, eux aussi sont dans un contexte dans lequel ils doivent donner du confort à leurs clients, doivent se différencier de leurs confrères ou de leurs concurrents, se regroupent en cabinet de plus en plus. Donc ils doivent avoir une salle d'attente, de la musique, ils doivent détendre leurs clients, les clients ne doivent pas se poser de questions, la prochaine fois ils doivent revenir chez le même praticien. Donc là aussi il y a un marché très très important en France, qui aujourd'hui n'est pas encore attaqué et qui est très 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 dynamique aux États-Unis par exemple. Okay. Dans les pharmacies par exemple, ça sent le médicament. Alors justement, la pharmacie est un excellent exemple si on veut prendre l'exemple, si on veut le prendre comme une référence, on va dire marketing. Si vous rentrez dans une pharmacie et que ça ressemble sur le plan émotionnel et sur le plan sensoriel, en tout point, à une pharmacie. Donc si, entre guillemets, ça sent la pharmacie, votre mental va être fermé, en quelque sorte, et vous allez exclusivement avoir l'idée, parce que vous aurez des œillères, de vous faire délivrer une ordonnance. Donc de venir dans cette pharmacie pour acheter des médicaments, parce que ça sent la pharmacie, donc quelque part, un peu un endroit médical. Et donc... vous ne fréquenterez l'établissement que parce que vous êtes malade pour vous soigner. Point. Et vous n'aurez pas forcément le réflexe mental, inconscient, de regarder autour de vous d'autres produits que ceux pour lesquels vous êtes rentré, antibiotiques, etc. Ouais, d'accord. Si en revanche, la pharmacie n'est plus organisée comme une pharmacie en termes de parcours client, sur le plan sensoriel, si ça ne sent plus la pharmacie, dans ce cas-là, vous allez vous décloisonner, l'esprit, bien entendu, et vous allez regarder autour de vous des produits qui ne sont pas forcément en liaison avec la pharmacie, tout en continuant de bénéficier de la caution pharmaceutique qui est très importante. Et vous allez découvrir des produits cosméto, dermato, de parapharmacie, et vous allez vous rendre compte que finalement, ils ne sont pas forcément plus chers que ce que vous auriez dans la grande distribution, et que vous avez du choix, et que vous avez ceci et cela. On sera plus ouvert, en fait, effectivement. Pierre-Yves. Ce qui m'intrigue, c'est qui travaille dans votre entreprise, parce qu'il doit y avoir des métiers très particuliers. Il faut avoir du nez, non? Oui. Sans faire de jeu de mots. Bon, alors c'est vrai que on a beaucoup polarisé notre sujet sur le parfum, bon, qui est évidemment la matière première de notre entreprise, c'est évident. Donc on a des compétences, on a un laboratoire de parfumeurs et d'ingénieurs chimistes aux États-Unis qui sont là pour assurer aussi toute la partie sanitaire et toute la partie réglementaire qui est très 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 lourde et très contraignante. On a en France 2 évaluateurs dont le rôle est de choisir la senteur par rapport à la nature du client et à la nature de son besoin. Et on a bien entendu des partenariats stratégiques et historiques avec des parfumeurs à grasse qui, eux, vont fabriquer le concentré final. Mais je serais tenté de dire que même si on a beaucoup focalisé notre attention dans cette interview sur le parfum, il y a 1000 métiers autour du parfum sur notre marché. Il y a un travail considérable à faire au niveau commercial, un travail considérable à faire au niveau marketing. Il faut être capable de développer le concept, de l'évangéliser, de collecter des clients qui sont intéressés, de les convaincre. Il y a un très très gros travail de gestion parce qu'on travaille beaucoup avec des contrats sur 3 ans ou 4 ans, donc il faut servir les clients tous les mois. Il faut les faire évoluer, il faut les suivre, parfois en Europe complète. Donc, il y a des techniciens très pointus sur le parfum,
Il y a aussi des compétences commerciales, marketing et de gestion, comme dans toute entreprise. Toute dernière question, Pierre-Yves. Vous faites que du catalogue ou du sur-mesure Alors aussi? les deux. Pour le client lambda, un magasin de prêt-à-porter ou un petit hôtel, bien entendu, il va choisir un parfum dans un catalogue. Et pour une marque ou un client qui a un fort potentiel, on va travailler sur mesure. Pascal, je ne vous demanderai pas quel est votre parfum. C'est un mélange de tout un peu, c'est ça. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment. D'avoir été notre invité dans Le Goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.